Parce qu'elle n'est pas terminée. Donc il reste encore un petit morceau à faire. On a déjà bien avancé. Donc l'idée, c'est que ça fait longtemps qu'on voulait mettre en avant la collection Plantes Carnivores de Nancy, parce qu'on a quand même une collection assez intéressante. Mais en fait, on n'avait pas l'emplacement. Donc on a dû faire quelques compromis avec des collègues pour enlever les agrumes qui étaient ici avant. Et donc on les a transférés dans un tunnel orangerie au plus haut dans le jardin. Et on a commencé à concevoir cette serre-là. Le truc, c'est que comme les serres carnivores, à force, il y en a dans un peu tous les jardins botaniques qui ont des serres, ça devient très très compliqué de se renouveler. Et donc en fait, on voulait faire quelque chose un peu original, que le public ait quand même quelque chose de plus d'intéressant et complémentaire avec ce qui se fait ailleurs. Et on avait eu l'idée de partir, plutôt que de vouloir planter les plantes carnivores à travers leur simple carnivorité, et finalement les présenter dans un espèce d'aménagement vaguement paysager, mais pas forcément très naturel. Ce qu'on voit quand même assez souvent, ce qui n'empêche que c'est intéressant, une espèce de tourbière avec des branches, des cailloux, etc. Et des plantes un peu par le continent qui ne sont pas forcément des plantes de tourbière. Donc là, on a eu la démarche inverse de dire on va essayer de reproduire quelques milieux où on croise souvent des plantes carnivores. Et après, au milieu de ces milieux qui sont à peu près reproduits de manière fidèle, au moins visuellement, sinon chimiquement, etc., on va installer ces plantes carnivores dans ces milieux-là. Donc on a commencé à choisir quelques milieux qu'on voulait mettre en avant. Donc là on a retenu une quinzaine. On va les voir un par un. Et donc on a essayé de les reproduire de manière à peu près visuellement intéressante. Et on a installé les plantes dedans autant qu'on pouvait. L'idée bien sûr c'était aussi d'avoir pas que des plantes carnivores. Donc c'était un peu perturbant pour le public parce qu'on indique aux gens serres carnivores, donc c'est en avoir que des plantes carnivores. Donc on a des fois le problème de ah je savais pas que ça c'était carnivore. Ah bah donc t'as vu, la plante là est carnivore, sauf que non, elles ne sont pas forcément carnivores. C'est pour ça qu'on a mis en place un code couleur qui explique aux gens les plantes avec les étiquettes brunes ce sont des plantes carnivores. Si tu as des étiquettes blanches, c'est plantes compagnes qu'on peut retrouver dans ces milieux-là. Et ça permet aussi d'avoir des plantes en croissance à des moments où certaines plantes ne sont pas en. Les plantes carnivores ne sont pas tellement là parce qu'elles sont difficiles à cultiver, parce qu'on les a pas en ce moment, ou parce que c'est des plantes cycliques. Voilà. Donc on va commencer par le sud-ouest de l'Australie, le Krongan, où on a la plupart des espèces de drosera pygmée qui poussent. Donc là on a une magnifique photo de Theo Kruger, donc un Allemand qui travaille en Australie. Donc on a un beau tapis de sable blanc avec plein de petits points qui sont des drosera, et tout un tas de plantes qui poussent là-bas. Donc le Krongan c'est intéressant, il y a quand même 10 000 espèces, c'est beaucoup plus qu'en France dans une surface minuscule. On fait des petites cartes aussi pour qu'on voit un peu où c'est. Donc c'est une zone vraiment méditerranéenne. Il pleut 400-500 mm d'eau par an, les substrats sont très très sableux, donc il y a vraiment une végétation typique qui s'est développée, une petite végétation, un peu tout ce qu'on a dans le Matoral au Chili ou dans le Maquis dans le sud de la France, donc vraiment une végétation un peu xérique, une géométrie particulière et un substrat très filtrant. C'est vraiment du substrat très acide comme on a dans les sols de terre de bruyère, et donc on va avoir des petites drosera pygmées qui poussent dedans. Voilà. Et là on a un petit panneau qui explique les drosera pygmées. Donc là je fais la présentation, mais n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, c'est plus simple. Donc bien que ces deux groupes de plantes vivent souvent dans le même habitat, pour les drosera tuberoses, on avait voulu les mettre à part, pour un point de vue pédagogique. Et donc bien qu'on les ait aussi dans le Krongan, on s'est dit tiens, il y a vraiment un habitat qui est assez intéressant, c'est vraiment les arènes granitiques, donc ce que les Anglais appellent le granitic outcrops, où on a beaucoup de drosera tuberoses. Et je suis en contact avec un chercheur de Sydney qui bossait pas mal sur ces endroits-là, qui m'envoyait pas mal de photos de vraiment granitiques dans les région de Perse. Et on a les drosera tuberoses qui poussent dans ce genre d'endroit. Donc pour avoir un rendu un peu intéressant visuellement, on a choisi de partir de photos in situ et de reproduire un substrat qui soit un petit peu naturel. Un truc qu'on remarque souvent, c'est que dans les jardins, on va avoir tendance à faire quelque chose de très propre. On va avoir un beau substrat, donc si on veut mettre un substrat de sable, on va faire un beau tapis de sable, et la moindre feuille morte, on va l'enlever. Et j'ai mis très très longtemps avant de comprendre que c'était ça qui n'avait pas du tout dans ce qu'on faisait d'habitude, c'est qu'en fait c'est beaucoup trop propre. Quand on regarde les photos in situ, c'est dégueulasse, c'est le bordel. Il y a des débris de roches, des débris de plantes, etc. C'est ça qui lui donne un aspect naturel. Donc là, j'essaie de travailler aussi sur un aspect avec de la mousse, des feuilles mortes, des brindilles, etc. Et c'est le truc qui m'a manqué pendant des années, que je ne comprenais pas, qui faisait que mes aménagements n'étaient pas beaux. C'est que ça faisait trop artificiel. Donc c'est pour ça que des fois les gens trouvent que c'est moche, que c'est le bordel. Mais là, j'ai mis un tas de branches
des aiguilles de pain, du sable et des cailloux, et je trouve que le rendu est assez sympa. Donc en ce moment, il n'y a rien, parce que les drosera tubéreuses, mais il y en a certaines qui ont commencé à ressortir. Pour ça, qui commence déjà à pointer. Elle est un peu en avance. Voilà, donc là, c'est beau en hiver ici. Et j'essaie de cultiver quelques arbres australiens aussi pour servir de support aux drosera grandes, avec plus ou moins de succès, parce qu'elles ne supportent pas trop les variations d'humidité que j'impose aux drosera tubéreuses. Donc là, on est dans la partie béton du Cap, dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud. Donc gros spot biologique aussi, notamment en termes de plantes. On est aussi dans une végétation méditerranéenne. Et là, on va aussi être dans des endroits un peu gréseux, donc c'est plus du granit cette fois-ci. Donc là, par exemple, la montagne de la Table, qui est assez intéressante aussi visuellement. Et on a du grès, donc une roche plutôt acide, qui s'agrège assez bien, qui donne une espèce de conglomérat de roches dégradées, dans lequel vont pousser souvent les plantes carnivores, dès qu'il y a un peu d'humidité. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste à côté de ces plantes carnivores, donc qui sont habituées dans les zones plutôt humides, on va aussi avoir des plantes succulentes. Dès qu'on a un endroit où c'est purement rocheux et sans humidité, on va avoir des crassulas, des avorcées, etc. Donc là, c'est pour ça que j'ai voulu mélanger un peu toutes ces plantes. On ne va pas du tout ensemble. Donc là, on a des triculaires, des drosera essentiellement, quelques Janisea. Et d'ailleurs, on a le Tricularia livida d'Angola, qui a ramené la mienne il y a quelques années. Ça se fait très bien ici. Alors la particularité des drosera d'Afrique du Sud, c'est la section Pycnostigma. C'est des drosera avec des racines tubérulées, donc très peu de racines, mais souvent très très longues et vraiment riches avec des grosses réserves d'eau. Donc ce ne sont pas des endroits si humides que ça, mine de rien. Souvent avec des ruissellements qui sont assez temporaires et un substrat très filtrant. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart des gens qui sont habitués des drosera, des plantes carnivores d'Europe, on associe les plantes carnivores d'endroits très humides et des tourbières finalement. Alors que là, les trois milieux qu'on vient de voir, c'est des endroits qui sont plus sableux, un tout petit peu humidifères, mais pas tant que ça, et qui ne sont pas si humides que ça. Et finalement, il y a très peu de plantes carnivores qui poussent en tourbière. Donc l'Australie, c'est vraiment le plus gros hotspot des plantes carnivores. Donc, on a vu plusieurs endroits du sud-ouest de l'Australie, on en verra d'autres après. Et là, il y a un endroit quand même un peu particulier. Il y a plusieurs endroits particuliers dans le sud de l'Australie, notamment là où on a les céphalotus, mais qui pour le coup sont dans des marais tourbeux. Donc là, on a recréé une zone tourbeuse, un peu en pente, là on a des céphalotus, et on a recréé, donc, pour le coup, plusieurs milieux différents. Donc là, on va avoir effectivement les petits marais qu'on a dans la région d'Albanie. Et on va aussi avoir les petites zones marécageuses du sud-est de l'Australie et également les marais subalpins qu'on va retrouver en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande. Donc là, on va avoir un petit peu tout ça, une zone un peu fourre-tout finalement. On va retrouver toutes ces plantes-là. Donc c'est là où normalement on va avoir Drosera myrfletis, Stelopetalae, etc. Je ne fais malheureusement pas dans la serre parce qu'il fait trop chaud. On a des problèmes de chaleur ici. Mais on a quand même réussi à avoir Drosera pinnata, il y a toutes ces petites plantes habituelles du sud de l'Australie, de Nouvelle-Zélande, etc. Plus pas mal de plantes sympas, on a des triculaires, des plantes à gâchettes, un stylilium, et de plantes un peu rigolotes, comme ça, avec des Zenigosanthos, des Glumeras, tout ça, des carex, des Hydrocotyles, des fougères. Donc on revient en Australie. De toute façon, on sera un peu plus dans le nord. Et là, c'est là où on a les biblis. Donc les biblis, c'est des petites plantes annuelles, pour la plupart, en tout cas celles du nord. Donc ils sont annuelles, qui vivent dans des zones assez chaudes, des zones de lagunes, plus ou moins salées. Donc là, on a pris des photos où on a sur une espèce de grès un peu orange, avec des zones de sable blanc et de l'eau une partie de l'année. Donc là, ces plantes, elles sont en pleine croissance, mais elles sont annuelles. Et on a aussi testé d'avoir de Drosera biblis gigantea, qui est une espèce du sud pour le coup, et qui est vivace, mais qui n'est pas très facile à garder en clôture. Et avec, on a quelques Drosera assez proches des biblis visuellement, toute la section Arachnoplus avec Indica, Archmeyerorum, etc. Donc qui commence à pousser un petit peu. Là, on a une Finlaysoniana ici. C'est vrai qu'on ne distingue pas trop des biblis comme ça visuellement, c'est marrant.
Là on arrive sur les garrigues du Portugal. Donc pareil, un endroit assez intéressant, très minéral, et avec des petites poches d'humus. On va voir les drosophyllum, une plante bien connue aussi, qui poussent dans des zones qui ont l'air arides comme ça, mais qui ont beaucoup de brume finalement la nuit. Et donc bon, finalement là on est sur une zone quand même assez... donc là en termes de substrat, on a un substrat très très sableux avec un petit peu de tourbe, et au-dessus de la roche calcaire, bien que ce soit du grès normalement là-bas. Et pour reproduire un peu le milieu, je suis allé chercher des données de phytosociologie, des collègues portugais. Et donc j'ai reproduit un petit peu l'habitat qu'on peut avoir avec des genêts, des bruyères, des cystes, etc. Et là il y a une petite anémone qui pousse dans le coin. Voilà, donc les drosophyllum s'installent très bien et elles se ressemblent régulièrement, c'est intéressant. Là on a un petit genêt, Genista falcata. Donc il va devenir gros, hein, mais là pour l'instant il est petit. On revient cette fois-ci en Australie, donc plutôt que d'avoir une zone plutôt graiseuse assez nue, c'est la zone vraiment du Fimbos, hein, donc c'est une végétation encore une fois assez proche de notre maquis européen, donc avec une dominance d'herbacées et une strate arborescente assez basse, de plantes, donc beaucoup de plantes comme des bruyères, etc. Et qui a la particularité de cramer régulièrement. Donc quand on a installé cette zone, on a fait notre petit substrat, on a mis nos branches, etc. On a semé des plantes et on a foutu le feu. Tu vois, ce magnifique rendu cramé et un magnifique parterre de Roridula, parce que c'est vraiment cette plante-là qu'on voulait présenter ici, avec Drosera regia qui pousse souvent dans ce genre de milieu aussi, hein, dans le Fimbos, des zones herbacées. Pour l'instant, ça marche très bien. On a une magnifique population de Pomeridea qui se multiplie prolifiquement dans la petite population de Roridula. Elles sont très mignonnes. On repère souvent qu'elles sont là quand il y a des taches sur les feuilles, hein, c'est leur crotte. On change de continent, là sur le côté on va arriver au Mexique. Donc là on a les falaises calcaires, on va retrouver toutes les pinguiculas. Et là étonnamment, c'est pas si humide que ça non plus. D'ailleurs on voit bien sur la photo là où il y a la Pincula gepsicola, c'est vraiment une végétation très très désertique. On a beaucoup de plantes, des ectias, des agaves, des cactées, etc. qui vivent dans la zone très très sage d'habitude. Mais au milieu de tout ça, on a un petit peu de pincula. Donc là pareil on a vraiment sur un aspect très très sec. Et on a pareil mélangé tout un tas de plantes de milieu sec. Et les pincula au milieu qui ont 1 heure d'eau tous les jours avec un petit ruissellement. Là, on reste dans les pincula, mais cette fois-ci en Europe. Donc là, on a de la roche trouée qu'on a récupérée au musée Madame de Nancy, c'est les bacs. Donc ça passait 15 ans dans des wagons d'eau de mer. Et ils s'en servaient plus, donc ils nous l'ont refilé, on les a bien rincés. Et maintenant, on s'en sert pour cultiver des pinguiculas. Donc c'est la roche calcaire, hein, donc c'est pas exactement ce qu'on va voir dans les milieux où on pose ces pinguiculas, mais en termes de culture, c'est intéressant et visuellement, c'est sympa aussi. Et donc on les a réagréés avec un mélange de ciment blanc et de tourbe. Donc ça donne un rendu assez sympa, je trouve. Et pareil, avec, on a mis quelques plantes qui poussent avec, des fougères et des plantes qui me faisaient plaisir de cultiver là parce qu'elles poussent bien. Alors, Ramonda myconique qui n'est pas vraiment ce genre de milieu, mais qui est toujours sympa à voir. Alors là, on est sur les striculaires. Donc il y a pas mal d'endroits où on peut vivre les striculaires, mais là, vu qu'on était sur une zone avec où on a fait pas mal de petits sointements, si on va faire un petit sointement avec les stricularia. Donc là, c'est de la puzzolane avec un petit peu de mousse, un sointement permanent, et puis on a mis pas mal d'espèces striculaires et on verra bien dans le temps celles qui s'installent vraiment. Et puis au fond, forcément quelques espèces aquatiques, hein, intermédia et compagnie. Là, c'est la partie qui est un peu plus technique aussi. Donc là, on a les Darringtonia, que historiquement on tient plus trop dans l'Est parce qu'il fait trop chaud en été. Mais on a reproduit le milieu avec la serpentine. On remercie d'ailleurs les collègues de la ville de Drone qui nous ont permis d'accéder à la carrière de serpentine. Voilà. On a fait un petit aménagement de serpentine avec une cascade et une petite Darringtonia qui pousse plutôt bien. Stéphane, si tu nous écoutes, il y a ton Darlingtonia qui pousse très bien, ton Othello, il est magnifique.
Alors derrière, on a un habitat assez classique aussi. Hein, donc là, on est passé sur une vraie tourbière. C'est le sud des États-Unis, hein, sud-est essentiellement. Tout ce qu'on a de Sarracenia, de quelques Drosera, quelques Funiculaires de Floride. Et tout un tas de plantes de campagne aussi. Hein, des joncs, des lobélias. On a le Lobelia spicata en fleurs. Hein, sympa. L'Exéris aussi, il y en a pas mal dans cette zone-là. Drosera filiformis, c'est tout complexe, Tracy et compagnie. On arrive dans un des derniers milieux, donc là on est vraiment en Asie du Sud-Est, les montagnes, et donc on voulait vraiment une zone de forêt de brouillard, ça serait aussi d'ailleurs beaucoup de pluie, on ne voit pas grand chose, mais là on a les népenthes d'altitude, et on a pas mal d'orchidées, de fougères, d'oïas, toutes ces tas de plantes d'Asie du Sud-Est qui poussent bien ici. Donc là on a à la fois des espèces terrestres, hein, on a ici, qu'est-ce qu'on a devant nous là, on a Orbeili quelque part, Macfarlane, etc. Mais aussi toutes des espèces épiphytes comme Nebullara, Broccontlei, Aristolochioides, est-ce qu'on a ici Loli, je crois, Macrophylla, etc. Chaniana qui est ici. Magnifique Nepenthes inclinée qui s'installe bien. Un petit Pitopangui, j'espère qu'il va pousser. Belle espèce, ça, Pitopangui. Petit bélier aussi qui s'installe. Donc ça, c'était planté en mai, hein, donc c'est tout neuf, pas encore bien installé. On a une magnifique photo du Gonontros madi, de la Diana Binti d'Amit. Alors pour la blague, le substrat qui servait à faire le fond, c'est les déchets de l'isolation du bâtiment. Parce qu'en fait, on a une technique très novatrice pour l'isolation par l'extérieur de ce bâtiment-là. C'est du liège aggloméré. Donc c'est du liège aggloméré par pression à chaud. Donc il n'y a pas de solvant, il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout. Et j'ai récupéré toutes les chutes, je les ai collées sur le fond avec un ciment colle. Et après, j'ai sculpté dans la masse. Et alors ça par contre c'est du liège brut qu'on achète à un subériculteur dans le sud, parce qu'en fait quand ils cultivent des chênes lièges pour avoir le liège qu'il y a en dessous, donc ça sert pour faire les bouchons, et ça c'est un déchet pour eux. Ils nous le revendent à prix d'or quand même parce qu'ils savent que ça nous intéresse. Voilà. Business is business. Ah bah tiens, Hugophyllum Kerry qui est en fleurs, c'est magnifique. Alors ça n'a pas l'air mais il est complètement ouvert là. Donc ça fleurit pas très souvent, ça c'est assez intéressant. Ouais. Une petite espèce de Philippines. Et puis parce que j'aime bien ça, j'ai mis des myrmécodia aussi. Regarde celle-ci, ça c'est un Lycanopteris. Alors, ça le mérite bien son nom parce que Lycano c'est l'écaille et Pteris c'est la fougère. Donc fougère à écaille, ça se voit bien. Alors oui, il y a une erreur, parce que Drosera Dalel vient d'Australie, mais voilà, je m'en fous. Parce qu'elle était bien là. Et nous aussi. Elle poussait très bien à côté des Drosera... merde, j'y arrivé. De Nepenthes, j'ai pas voulu les séparer parce qu'elles sont très copines. Et voilà. Funerilla, c'est une magnifique plante tamarine. J'adore. Alors pour l'histoire aussi, ça c'est la mousse des Vosges. Ça fait 2 ans que j'ai cultivé dans la serre en attendant de faire cette zone-là. Et donc du coup, elle est bien acclimatée aux conditions tropicales, et elle pousse très bien. Et Drosera Dalel, en fait, elle est venue toute seule comme une grande dans les bacs de mousse, et j'ai pas eu le cœur de l'enlever. Voilà. Et elle a l'air de se plaire pour l'instant. Alors peut-être que c'est là on va faire la gueule, parce qu'elle va tomber à 10 degrés. Mais pour l'instant, elle est belle. Cet endroit n'est pas du tout chauffé l'hiver? 10 degrés à peu près. Maintien 10 degrés. Voilà. Je vais le côté, c'est tout à voir.
vous en foutez, mais il y a des bégonias super intéressants là. Sinon, là, il y a des bêtes des Zakriana. Récemment décrite, séparation des Catastrophica. Tu l'as fait où? Zakriana. Bah, c'est Rob Contley, ça. Après, à voir s'il est supporté dans le temps, hein, parce que bon, Rob Contley, apparemment, c'est quand même assez débattu. Celle-là s'appelle Rob Contley. Potentiellement un hybride entre Nebula Rum et Truncata. Après, il y a des petites bisbilles entre les botanistes qui ont écrit tout ça, donc ça me regarde pas. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un Phlegmarius, c'est un lycopode tropical. Ah, c'est magnifique. Phlegmarius coarosus, alors celui-là, il vient du Gonung Sidolé, à Sulawesi. Magnifique lycopode. Voilà, encore un petit Lyconopteris ici. Alors les gros dendrobium, là, quand ils fleurissent, c'est une merveille aussi. Ça dure pas longtemps, mais c'est très très mignon. Tu vas bien? Ouais. J'étais content quand j'ai vu que tu venais sur assez cool, j'étais content. Hop, qu'est-ce qu'on a aussi là? Bon, vous n'est pas une taille pour qui, donc j'ai la de la place quand il a poussé. J'ai pensé à toi. Ouais. Des Paphiopédium aussi qui se placent bien pour l'instant, donc ce sera là. Philagatis prosata, j'adore ça, c'est très mignon. Ça, c'est Pétri Blanc qui ramenait ça de Malaisie. Ah oui. Là, c'est le dernier morceau qu'on va terminer bientôt, on espère. Saint-Écoui. Donc là, il y a à peu près une palette qu'on appelle ça, de béton cellulaire sculpté. Merci à Christian, mon collègue, qui a passé 3 longues semaines à sculpter minutieusement ça. Et donc là, on l'envicole et après, on l'a verni avec un petit valentin dans la masse. Et alors ici, il y a un bac avec une arrivée d'eau qui va arriver par là. Ça va déborder ici, il y a un beau petit ruissellement par-ci par-là, avec une petite brume qui va arriver par le haut, qui va remplir le bac. Une pluie artificielle. Et les zones de culture qui sont par-ci par-là aussi, on va mettre tout ce qu'on peut en Helianthora, en Catopsis, en Helianthora. Là, on a un ruissellement d'eau. Et on va espérer que ça marche. Avec un peu d'éclairage et d'articulation. C'est devenu un petit peu compliqué techniquement, mais on y arrive. Quand ça poussera bien, ça ressemblera à ça. Voilà. C'est un peu l'idée. Pour l'instant, ça s'en sort bien, mais il n'y a pas les plantes. Et le dernier morceau, le Brésil. Donc là, c'est globalement la région des Campos Rupestres. Donc tout ce qui est vraiment l'est, le sud du Brésil, avec des zones de quartz souvent. C'est assez sec mine de rien, mais comme des petits soins souterrains. Et c'est qu'on va retrouver un des 2 gros hotspots, enfin des 3 gros hotspots de Drosera. Donc c'est là où on a trouvé récemment Drosera magnifica et toutes les autres espèces qu'on connaît bien, qui sont assez sérieuses parce que souvent elles sont bien rouge briques, elles poussent dans les zones de quartz pur. Visuellement c'est assez intéressant comme contraste. Donc là c'est du sable blanc d'aquarium. Et du quartz, alors oui pour le quartz là, ça se trouve pas tel quel, donc on a passé 3 heures à trier à la main des morceaux de quartz dans un sac de gravat. Voilà. Ça c'est le gravé qu'on utilise pour les allées des cimetières. Et comme il y a du quartz blanc dedans, on l'a trié dedans. Ça n'existe pas de quartz parce que j'en recherchais aussi. Et ben, achète-toi tu vas dans un cimetière et prends le caillou blanc. Ça tombe bien, je vais l'installer la semaine prochaine. Voilà. C'est ça. Donc allez, pour des petites anecdotes rigolotes pour cette serre-là, effectivement, donc il y a cette anecdote-là on a été 2 ou 3, on a passé 2 ou 3 heures à trier des cailloux blancs dans un sac. Sinon, pour le grès de l'Afrique du Sud, en fait, on n'avait pas de grès, mais on avait des pavés de quartz, de granit. Et comme ça faisait vraiment trop pavé, c'était pas très beau. Donc en fait, avec mon ancien apprenti, on a passé 2 jours à péter des pavés à la masse pour avoir cet aspect un peu sympathique ça ne fasse pas trop pavé et d'avoir plein de débris de roche. Voilà. Plus quand on a foutu le feu là-bas, c'était marrant aussi. Bon, le truc c'est qu'à force mes collègues ils s'inquiètent plus quand ils sortent le cramer dans les serres, ils savent que c'est moi qui suis en train de faire des signes d'iblis pour vivre là. Tout va bien. On a fait le tour vraiment de la partie visuelle de cette serre qui est quasiment finie, on a gentiment au bout. Qu'est-ce qu'on peut dire techniquement? Donc en fait tout ça
c'est vraiment des agglos de béton, simplement des murs en béton qui sont faits par l'entreprise. On a étanchéifié avec de la bâche liquide, donc c'est une sorte de goudron qu'on peut mettre sur le béton qui permet d'étanchéifier, de rendre inerte le béton finalement. Le fond, on l'a collé, on a fait des nappes d'eau avec des plaques pour parking stabilisé. Donc, ce qui nous permet de faire une nappe d'eau en dessous de la zone de culture, avec une gouttière qui vient plonger dedans directement, percée sur les côtés et emballée dans du feutre horticole. Comme ça, on peut arroser directement, on peut voir sur la zone du Congal, on peut arroser directement dans la nappe. Là, on a des petites zones qui nous permettent d'accéder, finement dissimulées. Voilà, pour aller dans la nappe et pour arroser. Donc ça c'est vraiment les zones de spesseur avec un substrat classique tourbé sable, globalement adapté pour chaque plante. Les parties on va les voir un peu plus près, c'est intéressant techniquement parce que à chaque fois on a des ponts pour irriguer tout ça. Donc là sur les pinculas européennes, finalement on a ce mur là avec de l'eau qui arrive par au-dessus, avec un rail d'eau qui vient ici. Finalement le tuyau passe sous le décor, donc on l'a conçu à l'avance, et là on a une pompe qui est dissimulée avec un bac étanche, un robinet qui permet d'arrêter la pompe au besoin pour pouvoir aller nettoyer tout ça. Donc là c'est de l'eau libre avec du substrat par au-dessus. L'eau est attendue par au-dessus et tout ça avec un système électrique, pareil, qui a été conçu à l'avance, qui nous permet d'irriguer tout ça. Toute l'électricité vient d'ici, donc on a aussi une magnifique photo de Stéphane d'ailleurs. Merci Stéphane pour ta photo, elle est belle. Donc la partie technique c'est ici. Donc là on a un tableau uniquement pour la serre là, avec toutes les prises une par une, qui permettent de régler à la fois tout ce qui est du constant et aussi des minuteurs un peu partout. Donc tous les spots sont commandés un par un de minuterie particulière. Et tout ce qui est sointement, c'est pareil. Les pompes sont toutes sur des prises individuelles avec une commande qu'on peut régler à la minute. Voilà. Ici, on a encore les systèmes de circulation d'eau. Là, ce sera pour la vitrine dépouille avec une pompe extérieure. Donc finalement, l'eau, elle va passer à travers le mur. On a la pompe qui est ici qui va la faire sortir par ici. Elle va remonter, arriver en haut de la petite cascade. Et là, c'est les deux circuits d'arrosage de la pluie artificielle qu'on a dans les Nepenthes et dans les dépouilles, qui permet de faire une commande à la minute aussi pour l'eau. Et voilà, ça vous a plu?